Nouveau joli coup de filet de la police. 6 présumés criminels sont arrêtés en ville de Bunia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, 3 éléments de la milice Zahir Mapi, dont un policier déguisé en milice appréhendé avec 2 armes AK-47 et 2 éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Ituri, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengelua Seguin, responsable de la PNC Ituri. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Justin Bahati, l'un des malfaiteurs, a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Ituriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il reconnaît ses fautes et demande pardon. Moto kenye panatakia mubaya usitakie mubaya. Ndio mubaya yako utarudilia wewe. Kwa ça ile komunyo kwa chunga si hapa baada kusalia jina yake. Mimi bado ona mubaya yake wala mimi bado ona. Ndio gouverneur pana ndama ndio gouverneur kwa ndana maneno ile kama hapa si yote si pana. Ndio ile ndio message kimi tasema na banjango kule. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni prévient que ce n'est qu'un échantillon car la traque de criminels et des tireurs de ficelles se poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée et notre police, pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine, et spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté! Moi j'ai toujours dit, en Ituri, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Ituri, souci majeur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés, a martelé les gouverneurs militaires. Mbuti bandeko balandi Africa Coup Télévision toikolakisa bino lolenge Asbelgen en action baorganizaki bongo mokolo ya 14 janvier 2023 na ngonga ya 9h une grande journée de causerie éducative et salamaki bongo na occasion ya clôture ya campagne de sensibilisation de jeunes les jeunes sur les inégalités et les VIH/SIDA tolanda bango na micro ya Africa Coup Télévision. Alors si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour la journée de clôture de notre campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA. Nous avons eu à commencer la première phase depuis le 15 décembre et c'était essentiellement la mobilisation sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Et alors pour la deuxième phase, il fallait qu'on puisse créer un cadre d'échange avec les jeunes adolescents. Et raison pour laquelle nous avons choisi là où il y a la crème ou encore la vraie jeunesse, c'était un cadre de l'école. Alors nous avons choisi le lycée Sainte-Germaine pour venir échanger avec ces jeunes sur le VIH/SIDA. Alors le but de notre campagne, c'était également de mobiliser ces jeunes, mobiliser la jeunesse de manière générale à s'engager dans la lutte contre le VIH/SIDA. D'après l'OMS, le monde, à travers l'OMS, ils se sont décidés d'éradiquer le VIH d'ici 2030. Alors nous pensons que pour atteindre cet objectif, il faut la participation de tous, surtout plus la jeunesse qui est majoritaire. Raison pour laquelle nous sommes dit que ça ne sera pas une question seulement des médecins ou encore de vieux. Les jeunes nous devons s'engager pour qu'ensemble, nous puissions réellement mettre fin au VIH/SIDA d'ici 2030. Vous avez même défini la maladie SIDA. Mais avant que le SIDA n'arrive, il y a un virus, un microbe qu'on appelle virus, le VIH, qui est un virus d'immunodéficience. Pourquoi est-ce qu'on appelle virus d'immunodéficience? Ça veut dire que le corps humain, comme nous sommes là tous, nous avons les soldats dans notre corps qu'on appelle les anticorps.
qui nous protège contre les maladies, contre les microbes que nous croisons dans la rue, que nous croisons dans l'alimentation et partout. Et ces soldats-là, ce sont ces soldats qui sont à la base de toute votre protection. Si vous n'en aviez pas, chaque jour ici, vous serez tombé malade. De n'importe quelle manière. Ce qui fait que lorsque vous atteignez, vous êtes attaqué par ce virus qu'on appelle VIH, qu'est-ce que ce virus va faire dans votre corps? Il va s'attaquer à ces soldats-là qui vous protègent. Ce virus va détruire complètement ces anticorps qui vous protègent. Et vous devenez fragile. Quand vous devenez fragile, vous allez développer toutes sortes de maladies. Quelqu'un qui a le virus du sida, vous le verrez, il va faire la tuberculose, il va faire les maladies cardiaques, il va faire les infections urinaires, la malaria à tout moment. Et ce sont ces maladies-là qui vont le tuer. Pourquoi? Parce que ce virus va détruire votre protection. C'est pour cela qu'on dit virus d'immunodéficience. Immuno, c'est l'immunité. L'immunité, ça veut dire la protection de votre corps. La déficience, ça veut dire ça détruit, ça rabaisse la protection de votre corps. Et vous devenez sensible à tout microbe que vous croisez. Ce qui fait que lorsque vous développez ce virus, vous pouvez vivre avec, marcher avec, sans même manifestation. Il y a des gens qui marchent avec le virus dans leur corps sans arriver à la maladie que nous appelons maintenant le sida. Donc le sida est une maladie qui est créée par le virus qu'on appelle le VIH. Quand vous arrivez au point de développer le sida qui est maladie, c'est à ce moment-là que les symptômes ou les signes que présente le sida vont se manifester en vous. Je crois qu'on s'entend bien. Alors, ce n'est pas nécessaire de voir quelqu'un dans la rue, vous dites celui-ci n'a pas le sida. Non, celle-ci n'a pas le sida. Non. Quelqu'un peut être encore là, très bien portant, mais il a le virus en lui. Ce virus qui n'a pas encore manifesté les signes ou les symptômes que vous connaissez, l'amaigrissement, tout ça, tout ça. Je me fais entendre. Alors, lorsque vous êtes atteint, la personne est atteinte par ce virus, quelques jours après, ça ne fera pas 2 mois. Si son immunité, soit ces soldats sont beaucoup tués dans le corps, il va commencer à manifester les symptômes qu'on va nous parler par monsieur qui est à côté de moi. Mais comment on peut attraper cette maladie? Je parle de manière succincte pour que nous soyons brefs. Actuellement, le VIH-Sida s'attrape de plusieurs manières. La voie qui était beaucoup prévue dans le temps, c'était la voie sexuelle. Et aujourd'hui, on est allé même au-delà de la voie sexuelle. La voie sexuelle par des personnes que nous appelons les utilisateurs de sexe. Tout le monde ici utilise le sexe. Et le sexe qui n'est pas protégé peut vous faire attraper ce virus de sida. Les rapports sexuels non protégés, votre partenaire que vous aurez, parce que vous êtes encore enfant, vous ne connaissez pas son état sexuel. Vous ne savez pas d'où il est passé, qu'est-ce qu'il a déjà fait, ou il a déjà fait avant vous, jusqu'à vous aimer. Peut-être qu'il a déjà attrapé ce VIH avant que lui puisse vous aimer. Par cette voie sexuelle, il y a échange de sang. Ça veut dire, on va parler ici, parce que quand on parle de VIH-Sida, on ne porte pas les gants. On doit être ouvert et parler des choses comme telles qu'elles sont. Lorsque vous passez par la voie sexuelle, les rapports sexuels, il y a les liquides qui sortent dans le corps de la femme, dans le vagin de la femme. Ce qu'on appelle les liquides séminales. C'est ces liquides qui lubrifient votre voie vaginale. Et par rapport à ces liquides-là, si vous êtes infecté, ces liquides contiennent, actuellement après les études, contiennent le VIH-Sida. Même un garçon, quand il est excité, vous verrez qu'il y a un liquide qui sort par son pénis avant qu'il puisse éjaculer.
Ces liquides-là, séminal, contient également le VIH-Sida. Ce qui fait que lorsque vous allez vous croiser, le mouvement de va-et-vient que vous faites, de frottement, va entraîner les blessures. Et ces blessures vont faire que si l'homme avait le VIH-Sida, vous allez attraper ça. Si la femme en avait, vous allez attraper ça. Il y a aussi un acte qui est très abominable. Ce qu'on appelle la sodomie. La sodomie, c'est l'utilisation des sexes par la voie anale. Beaucoup de gens le font, surtout dans les lycées. On a croisé beaucoup d'enfants qui font ça. Par la voie anale, d'ailleurs, il y a 90% que vous puissiez attraper le VIH-Sida. Parce que par la voie anale, il n'y a pas de lubrifiant au niveau de la voie anale de la femme. Tout est sec. Et vous vous blessez très facilement et vous pouvez attraper le VIH-Sida. Même par la fellation, que beaucoup aujourd'hui pensent qu'on peut s'en passer. Il y a des hommes, il y a des femmes qui passent par la fellation, ça veut dire utilisation des sexes par la bouche. Si l'homme a le VIH-Sida, vous oubliez qu'au niveau de votre voie buccale, il y a des petites plaies que vous vous blessez par la nourriture, il y a des petites plaies que vous ne voyez pas. Facilement, vous pouvez attraper le VIH-Sida par là. Donc, nous les hommes qui nous faisons coiffer chaque samedi par exemple, chaque jour, des barbes, des cheveux, vous pouvez arriver dans un salon de coiffure où même la tondeuse qu'on utilise n'est pas désinfectée. Ça peut vous blesser et vous pouvez facilement attraper le VIH-Sida. Donc il y a lieu de vous protéger contre tout ce qui est comme objet tranchant. Car avec des objets tranchants, vous pouvez facilement attraper le VIH-Sida. Nous encourageons les jeunes, pourquoi à l'école? Parce qu'à l'école, la voie sexuelle est devenue une voie comme une coutume. Ou si vous ne faites pas la voie sexuelle, on vous prend comme un yuma, comme on le dit par les Quinois. Or, cette voie-là, c'est une voie très dangereuse. La voie sexuelle. Très, très dangereuse. Pour les jeunes qui sont encore vierges, vous devez savoir qu'au premier coup de votre rapport sexuel, si vous êtes vierge, si votre partenaire a le VIH-Sida, vous avez 99% d'attraper le VIH-Sida. Parce que vous le savez, que lorsqu'on fait vous êtes vierge, il y a des forcings que vous faites, que l'homme fait pour vous perforer, et ces forcings vont vous blesser. Même si vous ne voyez pas le sang, mais vous avez des petites blessures que vous ne voyez pas. Et ces blessures-là vont facilement, à 99%, vous transmettre le VIH-Sida si votre partenaire en a. Voilà pourquoi on conseille les jeunes que lorsque vous prétendez arriver à la période de mariage, vous devez vous faire dépister par des examens prénuptiaux que nous faisons, dépister le VIH-Sida, surtout votre partenaire. Il ne suffit pas de voir quelqu'un qui est en bonne santé, il est gros, il a des joues, il est tout, il est beau, il est belle, et vous pensez qu'il n'en a pas. Peut-être il a le VIH-Sida, peut-être il a eu ça par ses parents lorsqu'il était né, par la voie aussi de naissance. Lorsqu'on coupe le cordon ombilical, lorsque vous sortez, on coupe le cordon ombilical, on peut transmettre facilement le VIH-Sida. Alors, il ne suffit pas de vous voir en bonne santé, vous pensez que tout est bien. Vous devez vous dépister avant toute chose. Je crois, d'une manière brève, que je parlais de VIH-Sida que vous connaissez, par définition, c'est-à-dire un virus, un microbe qui vient détruire les soldats qui protègent votre corps. Lorsque ça va détruire les soldats qui protègent votre corps, vous êtes sensible à toute maladie. Quelqu'un qui a le VIH-Sida, même la malaria peut le tuer. La typhoïde simple peut le tuer. Les infections urinaires peuvent le tuer. N'importe quelle infection, même la toux, les infections pulmonaires, peuvent vous tuer facilement. Parce que tout ce qui protège votre corps ont été détruits par ces virus. Je crois que d'une manière succincte, que je vous ai défini le VIH et vous donner quelques modes de transmission que vous devez observer. Je vous remercie. Merci beaucoup, M.
Jacques pour votre intervention. Chers amis, gardez vos questions. Juste après l'intervention du M. Clément, viendra donc questions. M. Clément va nous parler des causes et symptômes, transmission et prévention. Donc je vous demande de bien suivre son intervention. M. Clément, vous pouvez commencer. Les symptômes. D'abord, vous avez bien parlé sur le VIH, que non, c'est un virus d'immunodéficience humaine. Or, le sida, c'est une maladie. Mais l'agent causal du sida, c'est ce que nous appelons le VIH. L'agent causal du sida, c'est ce que nous appelons le VIH. Nous avons des symptômes. La personne qui est beaucoup plus contaminée avec le VIH, nous avons plusieurs symptômes. Il peut avoir des maux de tête, ce que nous appelons des céphalées. Il peut aussi avoir une fièvre vraiment élevée, de 38 degrés Celsius. Et sont là des symptômes. L'amaigrissement aussi. Vous verrez une personne qui est atteinte du VIH, lorsqu'il avance vers le stade sida, il était gros, avec peut-être 80, 70, 90 kilos, mais il y a l'amaigrissement qui est là, avec une perte importante du poids. Il y aura aussi, il va maigrir et il peut peser par exemple 30, 40 kilos. Par rapport aussi aux symptômes, il y a la transpiration. Transpiration nocturne. La personne qui est contaminée doit commencer beaucoup plus à transpirer pendant la nuit. Il y a plusieurs symptômes, mais j'ai énuméré quelques symptômes aussi. Nous allons passer sur la transmission du VIH-Sida. Comment le VIH se transmet, ou soit mode de contamination du VIH-Sida. Premièrement, nous savons que la contamination du VIH peut se faire par le rapport sexuel non protégé. Le rapport sexuel non protégé, la personne peut être contaminée facilement. L'utilisation des aiguilles, soit des objets tranchants, par exemple lame de rasoir, une seringue qu'on a piqué une autre personne, on prend la même seringue pour vous piquer aussi. Or, peut-être la personne a été contaminée du VIH et il y a aussi des chances que vous puissiez aussi être contaminé. L'utilisation d'une même brosse à dents, s'il y a des traces de sang. Moi, je brosse et la personne qui est contaminée aussi vient de brosser. Il a peut-être laissé les traces de sang. Et moi aussi, demain, je prends encore cette même brosse pour brosser encore. S'il y avait des traces de sang, directement, la personne est contaminée. La transfusion sanguine. Or, nous savons bien qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui sont malades suite à la malaria. Oh non, il devient anémique. On l'amène à l'hôpital sans pour autant faire des examens pour savoir s'il y a des cellules ou soit il y a le virus dans le sang d'une personne. On fait retirer le sang pour transfuser à une autre personne. Donc, la transfusion aussi du sang est un moyen qui favorise aussi le VIH comme la transmission. Mais nous allons aussi parler sur la prévention. Comment est-ce qu'on peut se prévenir du VIH-Sida? La prévention. Pour le moment, dans le monde actuel, il n'existe aucun vaccin contre le VIH-Sida. Il n'existe aucun vaccin qui peut contrer le VIH-Sida. Mais
quelles sont les méthodes, ou soit le moyen pour se protéger du VIH-Sida? Premièrement, nous devons éviter des rapports sexuels non protégés. Surtout des personnes qui sont mariées, il faudra avoir de l'abstinence, d'être fidèle, et l'utilisation des préservatifs n'est pas 100% pour se protéger. Lorsque vous avez de plaies au niveau des mains, il est vraiment nécessaire de se protéger, soit on peut porter des gants, soit lorsque nous manipulons le matériel médical qui se contaminé par le VIH, nous devons aussi porter des gants pour se prévenir. Et enfin, il y a plusieurs. Par rapport au traitement, je peux aussi frôler tout simplement. Souvent, les traitements, on n'utilise que des antirétroviraux. Les antirétroviraux. Le docteur avait parlé lors de l'accouchement que non, la mère est contaminée lorsqu'elle est en train de donner naissance à son enfant. Souvent, on donne un produit. Ces produits-là peuvent mettre une barrière entre l'enfant et sa mère. Ces produits, souvent, on utilise comme un antirétroviral, ce que nous appelons névirapine. Par exemple, névirapine, c'est un produit, un antirétroviral qui aide beaucoup plus aux femmes enceintes pour que l'enfant puisse naître sain, par exemple. Mais ce n'est pas à 100%. Et il y a plusieurs produits, ce que nous appelons les antirétroviraux, sont nombreux. Donc à votre niveau, il n'y a pas moyen de vous énumérer beaucoup plus, mais ce que vous devrez tout simplement comprendre que le VIH, l'agent causal du VIH, l'agent causal du sida, c'est le VIH. Alors, on peut vous demander une question. Qu'est-ce que le sida? Le sida, c'est quoi? On parle du sida. Le sida, c'est quoi? Le sida, c'est un stade avancé. Un stade avancé de la maladie. Or, ces stades-là, nous trouvons directement tous les symptômes que nous avons énumérés. Amaigrissement, la diarrhée, fièvre modérée, mais intense. Il y a même des infections opportunistes, ce que le docteur avait parlé ici. La personne qui est contaminée, il y a certaines infections opportunistes, par exemple la tuberculose, par exemple la fièvre typhoïde. Oh non, notre oncle est mort de la tuberculose. Mais si nous faisons des examens, peut-être il a été contaminé du VIH. À part la tuberculose, il y a aussi la diarrhée chronique. Il peut y avoir même la toux. Tout ça, ce sont des symptômes ou des signes du stade avancé de la maladie, ce que nous appelons le VIH. Donc, c'est de cette façon-là que nous pouvons parler en bref du VIH-Sida. Merci beaucoup. Je m'appelle Petit Sampéla. Ma question est posée à M. Clément. Alors, quels sont les droits des personnes atteintes du sida? Quels sont leurs droits par rapport à la société dans laquelle ils vivent? Merci. C'est pour éviter la propagation du VIH-Sida. Comme le docteur vient de le dire, c'est la sensibilisation. Lorsque nous sommes venus ici, nous sommes venus vous sensibiliser, n'est-ce pas, sur le VIH-Sida, sur la maladie. Quel est le mode de contamination de la maladie? Comment se prévenir de la maladie? Ainsi de suite. Donc c'est grâce à la sensibilisation que nous faisons sur le terrain qui peut favoriser que la personne ne puisse pas être contaminée du VIH-Sida.
Je passe à la deuxième question. Une femme qui est contaminée du VIH/SIDA peut-elle donner naissance au bébé? J'ai dit oui, à condition que cette femme-là ne puisse pas aller au stade, c'est ce que nous appelons le stade SIDA. Ok? Le stade SIDA, c'est un stade que la personne qui est contaminée est vraiment affaiblie. Les anticorps, soit les défenseurs de l'organisme, ce que nous appelons le CD4, sont les globules blancs qui sont les défenseurs de l'organisme. Et le virus vient tout simplement pour manger, commencer à manger. Ceux qui sont en 6e biologie savent, devient macrophage. Vous avez déjà entendu cela? Voilà. Dans ce stade-là, la personne qui est contaminée, ça sera un peu difficile de mettre au monde. Mais si il est dans les stades de primo-infection, par exemple, lorsqu'on parle de primo-infection, donc il n'y a pas de signes d'une maladie. C'est ça ce qu'on appelle primo-infection. Et dans une phase de latence, il y a les symptômes qui apparaissent. Et ces symptômes-là, semblables à ceux de la grippe. Maux de tête, maux de gorge, il y a des fatigues, la toux, ainsi de suite. Mais la personne, une femme qui est contaminée du VIH, elle peut mettre au monde facilement si elle est dans deux phases, la primo-infection, ou soit dans une phase de latence. Là, il y a des symptômes qui apparaissent, mais à condition qu'elle prenne au moins les traitements. Ok? S'il y a les traitements, directement, on va les récupérer. C'est pourquoi je vais frôler aux troisième question. Quels sont les droits des personnes qui sont contaminées du VIH? Les droits, c'est la prise en charge, tout simplement. Il y a la prise en charge, c'est ce que nous appelons la prise en charge de PVV. Le PVV, c'est-à-dire les personnes vivant avec le SIDA ou le VIH. La prise en charge, on devrait leur prendre en charge. Et pour le moment, le traitement sur le VIH est gratuit. Le traitement est gratuit. Parce que il y a, je vous avais parlé de il y a plusieurs antirétroviraux, okay, qu'on va donner aux personnes malades pour que la personne puisse se rétablir rapidement. Mais dans le stade SIDA, même si on donne les antirétroviraux, le malade peut commencer à récupérer, mais il finit toujours par mourir, puisqu'il y a des infections opportunistes qui ont envahi l'organisme et les défenseurs les anticorps sont trop affaiblis, il n'y a pas moyen de se défendre. J'espère que j'ai répondu. Information. Je dois vous dire que nous traitons, pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai assisté à un couple qu'on appelle le couple hétérogène. Ça veut dire l'homme n'a pas le VIH, mais la femme a le VIH-Sida. Elle est tombée enceinte, on l'a protégée, on l'a gardée jusqu'à l'accouchement. Vous comprenez? Donc une femme qui a le VIH peut tomber enceinte. Elle va tomber enceinte parce que le VIH ne va pas empêcher la fécondation. Il ne va pas empêcher la fécondation. Les antirétroviraux dont nous parlons, les médicaments là, ce n'est pas pour traiter le VIH. Nous avons dit ici au début, j'ai parlé des langages un peu simples pour que vous compreniez. Les anticorps dont nous parlons, c'est comme les soldats que vous avez. Ces soldats, le VIH va les affaiblir. Maintenant, les antirétroviraux, ça veut dire, ça vient pour remonter ces soldats-là, pour que la continuité de la protection soit assurée. Mais cela ne veut pas dire que, dès que vous prenez ces traitements-là, le VIH est terminé. Non, il est toujours là. Il arrivera un moment où ces médicaments, ces soldats vont se fatiguer d'être soutenus par ces traitements et vont lâcher. Quand ils vont lâcher, vous tomberez dans le sida maladie. C'est là maintenant que vous aurez toute autre sorte de maladies qui vont s'installer là-dedans, qu'on parle des infections opportunistes, qui vont vous affaiblir et puis vous amener à la mort. Donc le VIH, jusqu'aujourd'hui, n'a pas un traitement efficace. Comme la malaria, vous dites, vous avez la malaria, on vous donne la l'artesunate, la malaria est terminée. Non. Les médicaments qu'on vous donne, c'est pour renforcer
les anticorps là que vous avez qui sont affaiblis, pour ne fût-ce que vous protéger, à un moment donné, ça va lâcher. Les droits qu'ont les malades, les personnes vivant avec le VIH, ils ont les mêmes droits que vous tous, que nous tous. Ils ont le droit d'être protégés. Ils n'ont pas droit, vous ne pouvez pas les marginaliser. Ça veut dire que quelqu'un qui a le VIH, vous le voyez comme un sorcier. Si c'est de votre famille, vous commencez, vous ne donnez plus à manger, vous le rejetez, il dort dehors, tout ça, non. Si vous avez quelqu'un avec VIH dans votre famille et que vous ne le protégez pas, on peut vous arrêter. Même s'il est votre mari, quand vous allez vous marier, même s'il est votre père, même s'il est votre mère, il a le même droit que toute personne en bonne santé. Ok? Et sur le monsieur Clément, et pour monsieur Clément, c'est sur la prévention. Vous nous avez dit qu'on devrait éviter les rapports non protégés en utilisant le genre de condom, de préservatif. Est-ce que le préservatif n'est pas dangereux pour les femmes, ces liquides-là? Parce qu'il y a d'autres qui l'utilisent pour enlever le bouton, c'est liquide du condom. On l'utilise pour enlever le bouton. Lorsqu'on le fait pour faire des rapports sexuels, c'est pas dangereux? Au nom de Yaoui, l'élève de la 4e de l'humanité scientifique, j'aimerais savoir si pendant combien de temps les antirétroviraux peuvent soutenir notre corps. Saint-Germain, ma question est la suivante. Vous avez dit qu'il faut se protéger, par exemple avec les préservatifs, pendant les rapports sexuels, dans un couple hétérogène en fait. Alors, si on utilise toujours les préservatifs pour se protéger, comment se fera la fécondation avec les préservatifs pour que la femme puisse tomber enceinte? Je sais qu'il y a les... Bon, en fait, le problème est que le ministre, bon, c'est les conseillers, ok. Les conseillers venaient de dire qu'une fois, il a rencontré un couple où la femme était contaminée du VIH, mais l'homme n'avait pas le VIH. Ma question est celle-ci. Comment, bon, pendant que ces gens sont dans la maladie, est-ce qu'il y a-t-il encore de chances pour que ces gens puissent se marier? Ou soit, serait mieux que ces gens ne se marient pas pour ne pas propager cette maladie? Parce que quand le monsieur Clément était en train de dire que ils peuvent avoir des enfants, mais je me pose la question, je me dis moi-même, mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants pendant qu'ils se sont mariés? Logiquement parlant. Donc, logiquement parlant, on sous-entend que des gens qui mettent au monde, ce sont des gens légalement mariés. Donc, moi, je me dis, comment ces gens peuvent mettre au monde pendant qu'ils ne sont pas mariés? Peut-être on fait des examens avec la femme et on se retrouve que la femme est atteinte du sida. Mais non, ils auront de la chance de se marier ou pas? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Et beaucoup de femmes, on découvre qu'elles sont séropositives lorsqu'ils font leur CPN, lorsqu'ils viennent pour les consultations prénatales avec la grossesse, ce qu'on appelle les kilos. Quand ils viennent au kilo là, parce que quand on venait pour faire les kilos, on vous fait les examens de VIH-Sida, si vous êtes enceinte. C'est quand on le fait souvent qu'on découvre qu'elle est enceinte, mais elle a le VIH-Sida. Alors je vais vous dire comment l'homme n'a pas attrapé, la femme peut avoir, l'homme ne peut avoir. Je vais parler ici de la voie sexuelle. Je vais parler maintenant sans blanc, vous devez me supporter, je crois que vous avez compris. Une femme, un homme, lorsqu'ils veulent s'accoupler, je parle de ceux qui sont déjà mariés, il y a des étapes pour faire les rapports sexuels. Donc vous devez aussi apprendre l'éducation sexuelle. Les étapes, c'est quoi? Quand vous passez par les étapes de vous caresser, tout ça, la femme libère un liquide qui doit lubrifier son vagin. Et si l'homme, le pénis de l'homme, n'a pas une dimension qui est non proportionnelle au maillage vaginal de la femme, si cet homme entre là-bas, la fluidité là, le glissement qui se fait ne fera pas que vous puissiez vous blesser en fait de vous attraper le VIH-Sida. Je l'ai dit ici, vous pouvez avoir une faible proportion de la transmission par les liquides vaginal, même le liquide séminal de l'homme. Mais si le VIH n'est pas encore arrivé au niveau de ces liquides-là, et c'est encore au niveau du sang, un tel couple peut devenir hétérogène. Ça veut dire que vous pouvez passer un rapport sexuel sans problème, et puis la femme attrape la grossesse. Si la femme a le VIH-Sida, elle ne transmet pas l'homme.
Ce que nous remarquons, c'est quoi? Actuellement, nous avons fait une étude, j'étais dans un colloque hier avec le ministre national à Gombe. On a fait une étude au niveau de Kinshasa. On a trouvé que beaucoup de jeunes qui attrapent le VIH-Sida, ce sont des jeunes qui utilisent des moyens mécaniques. Premièrement, vous les jeunes, nous les jeunes que nous sommes, nous voulons faire des rapports sexuels une lutte, un combat. Vous dites, cette fille-là, quand elle va venir, elle va sentir. Vous allez prendre des histoires. Et puis dès que la fille arrive, est-ce qu'on peut se calmer, on parle maintenant? Vous allez poser des questions, vous devez savoir comment on obtient les couples hétérogènes. Lorsque la fille arrive, ou soit votre femme est là, vous n'attendez pas que cette femme arrive à son libido. Elle n'arrive à sécréter les lubrifiants au niveau de son vagin. Vous êtes trop pressé. Lorsque vous êtes dans la précipitation, elle n'a pas sécrété, il n'y a pas fluidité, et vous allez vous blesser facilement, vous allez attraper le VIH. Ok? Alors, donc ce côté-là, on se comprend. Donc, on ne dit pas à ceux qui ne sont pas mariés d'aller chercher les enfants. Lorsqu'on a parlé que les couples peuvent avoir des enfants, ça veut dire qu'on découvre ça pendant qu'ils sont déjà mariés. Mais lorsque vous faites des examens prénuptiaux, il y a des examens prénuptiaux qu'on fait. Dans les églises, souvent on vous envoie seulement faire le VIH, l'électrophorèse, l'hémoglobine. Mais si vous venez à HJ Hospital de Gombe, là où je consulte pour les examens prénuptiaux, vous verrez que nous faisons tout un tas d'examens avant le mariage. Vous devez connaître ça. 1. Avant de vous marier, avant de vous accoupler même, vous devez connaître votre état sérologique. Mon partenaire, si ma partenaire ici, elle a le VIH-Sida ou pas. Il y a d'autres pathologies. Il y a d'autres virus trop virulents que le VIH-Sida. Le virus d'herpès, le virus d'hépatite, qu'on se transmet par la salive lorsque vous embrassez, qui tue plus que le VIH-Sida, les hépatites. Vous comprenez? Donc, avant de vous marier, vous devez faire les examens prénuptiaux. Quand vous faites les examens prénuptiaux, vous trouvez que votre partenaire est atteint de VIH-Sida, la balle est dans votre camp, vous pouvez rompre votre relation. Vous dites, on ne se marie pas. Dans la protection, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas droit au mariage. C'est là que j'ai dit que c'est votre droit. J'ai croisé un couple, je ne veux pas parler des exemples. Un couple a fait des prénuptiaux, il a trouvé que la femme, non, l'homme était positif, et la femme n'était pas positive. Mais la femme a dit, moi je crois en mon Dieu, je veux me marier. Là, ce n'est plus un problème de l'État, c'est plus un problème de la santé. Mais la santé publique vous a donné les conseils qu'avec un couple pareil, vous pouvez rompre. Mais ça devient un problème d'éthique. Éthique, ça veut dire la conviction personnelle. Il est dans ses droits. S'il dit qu'il va se marier et que son partenaire accepte, donc vous n'avez pas le droit de l'interdire. Je parle autre chose. Lorsqu'on parle des droits de protection des personnes vulnérables, ça veut dire qu'on veut les remettre au même niveau que vous qui n'êtes pas vulnérable. Vous êtes déjà protégé. Si vous n'avez pas le VIH, vous avez le droit, tout le droit. Personne ne vous marginalise. Vous êtes avec tout le monde et tout ça. Mais quelqu'un qui est déjà atteint, il y a un esprit qui vient de la marginalisation qui vient. Les gens ont tendance à s'écarter de lui comme un sorcier. C'est à ces personnes-là qu'on réclame le droit de protection. Vous avez déjà les droits de protection qui vous sont régis par la Constitution. Monsieur le préfet, ici représenté, mesdames et messieurs, le leader des jeunes ici présent, très chers camarades d'élèves, c'est pour moi un réel plaisir de prendre parole en cette journée d'activité marquant la clôture de notre campagne de sensibilisation de la jeunesse sur le VIH-Sida. Pour un petit rappel, nous avons commencé cette campagne depuis le 15 décembre. Et la première phase était essentiellement la mobilisation sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Alors, notre campagne avait comme objectif de mobiliser les jeunes à s'engager dans cette lutte, qui est la lutte contre le VIH-Sida et le VIH-Sida, également et les inégalités. D'après nos recherches, c'est seulement un quart des jeunes qui ont une connaissance précise sur le VIH-Sida.
Raison pour laquelle on a voulu ces cadres d'échange, que ce soit un peu direct avec vous, les jeunes adolescents, pour qu'ensemble, nous pensons qu'en s'engageant dans cette ligue d'ici 2030, comme voulu par l'OMS, nous allons mettre fin à cette pandémie qui est le VIH-Sida. Alors, très chers camarades, distingués invités, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Pour terminer mon audition, je vais remercier le préfet de l'école pour son implication, pour la réussite de cette activité, mais également l'ensemble des personnels. Et également, je tiens à remercier encore monsieur le conseiller d'avoir pris son temps de venir pour la jeunesse. Sincèrement, merci beaucoup. Et à notre expert, M. Clément, merci. Ainsi qu'à nos camarades leaders des jeunes qui sont ici pour vous voir. Alors, je vais vous demander d'applaudir pour cette équipe ici des jeunes en action. Je pense que c'est là que vous, les camarades, des jeunes en action. Marie. Ah, même si ils ne sont pas là, merci. Alors, chers camarades, vous pouvez applaudir pour vous ici. Ok, alors merci surtout. On a trop appris. On nous a dit de nous protéger contre le VIH parce que c'est dangereux pour notre génération et pour tous les pays. On nous a vraiment trop appris à nous protéger, quelles sont les conséquences. Et puis, c'est tout. Pour nos jeunes, tels que je suis, on devrait nous protéger parce que ce VIH, ce virus-là est vraiment dangereux. Ça détruit notre vie, notre jeunesse et c'est tout. Le VIH, c'est le virus, mais le sida, c'est la maladie. Ça ne prend pas vraiment, ça prend du temps pour que la maladie puisse se manifester dans notre corps. Ça prend vraiment du temps et il y a des symptômes après quelques temps qui vont montrer que nous avons réellement le VIH-Sida. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que nous devons nous protéger. Ne pas pratiquer des relations sexuelles avant les mariages. Il faut d'abord être engagé pour avoir des relations sexuelles, pour éviter le VIH-Sida. Ce que je conseille à mes amis, c'est que de poursuivre leurs études, de ne pas d'abord avoir pour objectif les mariages, parce que des relations sexuelles, parce que ça peut leur apporter le VIH-Sida. Comme on a, je suis M. Clément, monsieur Clément Mandé. Nous sommes venus sensibiliser les jeunes filles, les jeunes garçons de l'école lycée Sainte-Germaine sur la pandémie meurtrière qui est le VIH-Sida. Vous savez, le sida aussi est dans des écoles. Il y a des professeurs qui sont contaminés, mais qui peuvent aussi contaminer directement des élèves, soit vice-versa. Donc nous devons faire la sensibilisation sur le VIH-Sida, voire expliquer les symptômes de la maladie aux élèves et leur expliquer aussi la prévention, comment ils peuvent se prévenir contre cette maladie qui est vraiment meurtrière, qui a laissé des orphelins, des orphelines, qui a laissé des familles monoparentales. Merci beaucoup. Nous serons aussi à l'extérieur. Nous allons continuer des campagnes de sensibilisation dans toute la ville de Kinshasa et nous allons aussi continuer. Il reste certaines activités sur le dépistage volontaire. Nous serons aussi sur le terrain, la sensibilisation et le dépistage volontaire pour comprendre il y a combien de cas de contamination de VIH-Sida, principalement à Kinshasa. Et nous serons aussi sur le terrain pour expliquer cela. Donc la campagne n'est pas terminée, nous serons toujours. Mais malgré qu'aujourd'hui, c'était la dernière activité sur notre campagne qui avait déjà débuté depuis le mois de novembre.
Donc c'est dans ce sens-là. Donc je vais tout simplement demander aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux papas, mamans, aux responsables que connaître son état sérologique est vraiment très important. Parce que si tu ne connais pas ton état sérologique, tu peux aller quelque part et être contaminé facilement et il y aura du désordre dans la famille. Parce que jusque-là, avec le sida, avec le VIH, il n'y a pas un vaccin contre cette maladie. Même si on utilise les antirétroviraux, ce n'est pas un traitement approprié pour la maladie. Donc nous devons vraiment avoir une prévention sur ça. Et puis, pour le moment, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils doivent au moins se faire le dépistage volontaire pour connaître son état sérologique. Alors, si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour la journée de clôture de notre campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida. Nous avons eu à commencer la première phase depuis le 15 décembre et c'était essentiellement la mobilisation sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Et alors pour la deuxième phase, il fallait qu'on puisse créer un cadre d'échange avec les jeunes adolescents. Et raison pour laquelle nous avons choisi là où il y a la crème ou encore la vraie jeunesse, c'était un cadre de l'école. Alors nous avons choisi le lycée Sainte-Germaine pour venir échanger avec ces jeunes sur le VIH-Sida. Alors le but de notre campagne, c'était également de mobiliser ces jeunes, mobiliser la jeunesse de manière générale à s'engager dans la lutte contre le VIH-Sida. D'après l'OMS, le monde, à travers l'OMS, ils ont décidé d'éradiquer le VIH d'ici 2030. Alors nous pensons que pour atteindre cet objectif, il faut la participation de tous, surtout plus la jeunesse qui est majoritaire. Raison pour laquelle nous sommes dit que ça ne sera pas une question seulement des médecins ou encore des vieux. Les jeunes, nous devons s'engager pour qu'ensemble, nous puissions réellement mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins il ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.